Partout dans le monde, on compte des centaines de témoignages d'apparitions d'OVNI surgis de nulle part. J'ai levé les yeux et j'ai vu un énorme vaisseau qui passait silencieusement au-dessus de ma tête. De mystérieux vaisseaux avec des lumières particulières. L'objet est sorti de la forêt, il planait et émettait une lumière pulsante. Des objets qui évoluent à des vitesses extraordinaires. Ces lumières rouges se sont soudain déplacées de façon longitudinale, à une très grande vitesse. On ne savait pas à quoi on avait affaire. Certains pensent que nous ne sommes pas seuls. Je ne pouvais pas quitter ces deux globes des yeux. C'était comme si quelqu'un m'observait. Les sceptiques avancent que rien ne le prouve. D'accord, c'est un objet volant non identifié. Ça ne veut pas dire que c'est d'origine extraterrestre. Mais pour les convaincus, la quête continue. On a un objet, 270 degrés nord. J'en ai deux en même temps dans le cadre. Certains scrutent les cieux à la recherche d'OVNI. J'ai vu quelque chose passer très vite. Je veux rassembler un équipement high-tech, des télescopes, des optiques et des caméras de très haute qualité. Doug Trumbull est un homme qui s'est donné une mission. Il faut calibrer l'axe. J'ai commandé la construction de ce bras panoramique inclinable. Il est totalement automatisé et d'une très grande précision. Ces instruments sont du niveau de ceux dont dispose la NASA pour observer le départ de ses navettes. Il traque les signes de vie extraterrestre. J'ai une véritable passion pour l'univers. C'est un endroit extraordinaire. On découvre aujourd'hui qu'il compte des centaines de milliards de galaxies. Les chances qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers semblent donc très élevées. Il faut qu'on découvre ce qui se passe là-haut. Doug veut obtenir les clichés qui prouveront qu'il existe bien une vie extraterrestre. Certains affirment que nous détenons déjà cette preuve. Au Brésil, au Mexique et au Proche-Orient. Des apparitions de ce type sont répertoriées partout dans le monde. Grâce à la technologie moderne, les témoins peuvent maintenant filmer leurs supposées rencontres avec des ovnis sur des caméras vidéo. La soirée du 13 mars 1997 était belle et tranquille. Mon mari et moi, on lisait au lit. L'un des murs de notre chambre a une grande porte-fenêtre. On voit donc tout ce qui se passe dehors. Mon mari et moi, on les a vus en même temps. Il faut dire que ces globes étaient énormes. Quand ils sont apparus, on ne pouvait pas ne pas les remarquer. Le médecin Lynn Kitay a été témoin de ce qu'on a surnommé les Lumières de Phénix. Les Lumières de Phénix, c'est une série spectaculaire de témoignages de rencontres d'OVNI. C'est l'apparition d'OVNI la mieux documentée de l'histoire. Selon Nick Pope, un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense britannique qui avait été chargé d'un rapport sur les ovnis, il y a eu deux apparitions distinctes. La première série d'apparitions s'est produite à environ 20 heures. Un grand objet en forme de delta est apparu. Les gens ont vu des lumières mouvantes qui formaient un V. Durant de nombreuses heures, des gens qui se trouvaient à 500 km de distance les uns des autres ont affirmé avoir vu une formation de lumière d'environ 1,5 km de large qui se dirigeait vers le sud. L'un de ces témoins, Fife Symington, était alors gouverneur de l'Arizona. Il y avait ces rapports qui arrivaient sur des lumières aperçues au-dessus de Phoenix. Ces apparitions se sont produites vers 20 heures. Au départ, Symington rejette l'idée qu'il pourrait s'agir d'OVNI. Mais des années plus tard, il révélera que lui aussi a été dérouté par ces rapports et qu'il est sorti cette nuit-là pour observer le phénomène de plus près. Soudain, j'ai levé les yeux
et j'ai vu un énorme vaisseau qui passait silencieusement au-dessus de ma tête. C'était comme une apparition. C'était vraiment quelque chose. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Jamais. C'était un spectacle à vous couper le souffle. Quand on voit ça, on sent qu'on a affaire à un phénomène qui sort totalement de l'ordinaire, à quelque chose de totalement étranger. Les médias ont rapporté que des centaines, voire peut-être des milliers de personnes avaient vu ces lueurs. Vers 21 h environ, il y a eu une deuxième vague d'apparitions, que les témoins ont décrites plutôt comme des lumières individuelles. Comme beaucoup d'habitants de Phoenix, Lynn Kitay est captivée par le spectacle de ces lueurs étranges. J'ai sauté de mon lit, enfilé une robe de chambre et pris ma caméra. Je voulais aller sur mon balcon pour braquer ma caméra sur ces lumières. Mais quand j'ai regardé à nouveau, les 6 points lumineux n'étaient plus que 3. Ils formaient comme la pointe d'un V ou d'un triangle. J'ai immédiatement commencé à filmer. Si les témoignages sur la formation et le nombre de lumières varient, Lynn Kitay a réussi à les filmer durant 18 secondes. Ces lumières étaient reliées à quelque chose, ou alors c'étaient d'énormes globes distincts, des boules lumineuses géantes liées par un champ de force qui les maintenait en une solide formation. C'était ce qui semblait si inhabituel. C'était vraiment troublant. Je suis sortie sur le balcon et j'ai immédiatement senti un silence inquiétant, comme si le temps s'était arrêté. Je ne pouvais pas détacher les yeux de ces 2 globes. Je les fixais attentivement et j'avais l'impression qu'ils m'observaient. J'étais sidéré par ce spectacle. Et je me suis senti soudain totalement insignifiant. Je savais que j'étais en présence de quelque chose de très inhabituel. Ça a déclenché une sorte d'hystérie collective. C'était vraiment un événement. La population veut des explications. Et les autorités lancent une enquête. Les militaires ont déclaré qu'ils avaient la solution au mystère. Il y avait un exercice militaire le soir en question et des fusées de signalisation avaient été larguées par des chasseurs A-10. Mais tout le monde n'est pas convaincu par cette explication. L'armée prétend que c'était des A-10 qui étaient partis de la base aérienne de Luke. La plupart des témoins affirment que ces lueurs se déplaçaient sans bruit. Ça ne ressemblait absolument pas à des A-10. Le A-10 est un bombardier anti-char très bruyant. On le surnomme le phacochère. Les sceptiques prétendent que les avions n'étaient pas assez proches pour qu'on puisse les entendre. Cependant, les partisans des ovnis affirment qu'en dehors de ce problème de bruit, les fusées de signalisation ne peuvent pas expliquer l'objet en forme de V aperçu par beaucoup de témoins. Comment peut-on croire que des fusées de signalisation, qui n'auraient pu rester en V que quelques secondes, aient pu traverser l'étang entier en une formation d'1,5 km de large, équidistante et solide, durant plusieurs heures? Les ovnis sont une sorte de fourre-tout dans lequel entrent tous les objets que les gens voient dans le ciel. L'astrophysicien Sten Odenwald dit que sans équipement sophistiqué, il est extrêmement difficile d'identifier des objets dans le ciel nocturne. Les gens n'imaginent pas tout ce que les militaires envoient dans le ciel. Et ils ne connaissent pas assez bien l'astronomie pour distinguer une planète d'une soucoupe volante. C'est pour ça qu'il est tellement difficile d'expliquer ce genre de phénomène. Les sceptiques, comme l'écrivain scientifique Michael Shermer, pensent que l'explication donnée par les militaires pour les lumières de Phoenix est claire et plausible. Il y a eu 2 apparitions à environ 1 heure de distance. La première, c'était des chasseurs, et la seconde, les fusées de signalisation. La première a seulement été rapportée, et quand la seconde s'est produite, on a lié les 2. Mais certains témoins ne sont toujours pas convaincus. Je ne pense pas que les premières apparitions, qui se sont produites autour de 20 heures, puissent s'expliquer par des fusées militaires. Personne n'a apporté d'explication satisfaisante à ces phénomènes. Les sceptiques considèrent que les photos ne constituent pas de vraies preuves. Chaque année, on reçoit des dizaines d'images d'ovnis.
Elles sont toujours floues, les vidéos ont du grain, des ombres, des lumières. Ça pourrait tout à fait être autre chose. Ce n'est jamais totalement convaincant. Tout le problème est là. Il y a si peu de preuves qu'on ne peut être sûr de rien. Pour prouver à quel point il est facile de créer des images d'OVNI, Shermer nous fait une démonstration très simple. On a mis en scène un exercice, comment contrefaire votre propre OVNI. On a pris pour ça des objets très simples. On n'est jamais très sûr de ce qu'on a vu. Le système de perception humain est peu fiable. On a voulu faire ça pour montrer à quel point il est facile d'être trompé. Pour faire ces photos truquées, on n'a pas eu recours à l'imagerie digitale. Tout est mécanique. C'est très facile à faire. Pas besoin d'outils très sophistiqués pour ça. Si c'est si facile à réaliser, on peut comprendre qu'il soit difficile de se fier aux photos d'OVNI que prennent les témoins. Même les experts ne voient pas la différence. 1, 2, 3. Tout le problème est là. On ne peut pas se fier aux photos. Sur la côte est des États-Unis, le chasseur d'OVNI, Doug Trumbull, est déterminé à obtenir de vraies preuves photographiques de l'existence des OVNI. Il y a une mode des fausses apparitions d'OVNI. Les gens s'amusent avec leurs caméras, leurs ordinateurs et leurs logiciels. Il y a des centaines, voire des milliers de fausses apparitions d'OVNI de ce type sur Internet. C'est très excitant à regarder, parfois même effrayant. Et presque toutes ces photos sont des montages. Trumbull est créateur d'effets spéciaux à Hollywood, inventeur et réalisateur. Il a créé des illusions pour certains des films de science-fiction les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Le public me connaît avant tout pour mon travail au cinéma. Sur 2001, l'Odyssée de l'espace, Rencontre du troisième type et Blade Runner. J'ai participé à beaucoup de films qui abordent le thème des extraterrestres. Je me suis parfois demandé, et si ce n'était pas seulement de la fiction? Ça m'exalte de voir les choses de ce point de vue. Ce ne sont peut-être pas juste des histoires, ce n'est peut-être pas uniquement un mythe. Aujourd'hui, il veut utiliser ses compétences pour apporter des preuves irréfutables de l'existence des OVNI. Je connais bien la photo et les technologies de l'image, c'est ce dont je vis. Il me semblait donc logique de voir si je pouvais trouver un moyen de photographier des OVNI d'une façon qui soit scientifiquement valide. Doug Trumbull développe un projet de recherche qui lui permettrait de suivre et de surveiller de possibles activités d'OVNI. Est-ce qu'on a déjà essayé de construire un appareil sophistiqué, à la fois photographique, photogrammétrique et spectrographique dans le but de photographier des ovnis ou d'autres objets célestes? La réponse est non. En utilisant les meilleures caméras et les meilleures optiques disponibles sur le marché, Trumbull espère rassembler des preuves irréfutables qu'il y a bien quelque chose là-haut. Je veux récolter des données scientifiques qui pourront être évaluées, qui ne seront pas anecdotiques ou montées, qui ne viendront pas d'un téléphone portable. Aujourd'hui, avec son équipe, il s'apprête à lancer une expédition pour tenter de répondre à l'une des plus grandes questions que se pose l'humanité. Sommes-nous seuls? Je veux mettre mes compétences et mon énergie au service de cette cause. Un projet comme celui-ci vaut le temps qu'on lui consacre, car c'est la plus grande histoire qui sera jamais racontée. Un contact humain avec des civilisations extraterrestres, que peut-il y avoir de plus exceptionnel? J'aimerais voir ça de mon vivant. L'histoire qui a passionné nombre de chercheurs d'OVNI commence au sud-ouest des États-Unis, dans une petite ville du Nouveau-Mexique nommée Roswell. Roswell est sans aucun doute l'événement ufologique le plus célèbre au monde. On peut pourtant s'étonner qu'un événement sans témoin oculaire puisse avoir pris cette dimension planétaire. Quand je prononce le nom de Roswell, on me répond « C'est pas là que des aliens ont atterri ?» Frank Kimbler est géologue et travaille dans la région de Roswell. Roswell est une petite ville de cow-boys assez paisible. Il y a beaucoup de fermes et d'élevage.
C'est la ville typique des westerns américains. Roswell est le lieu où s'est produit le crash d'OVNI le plus célèbre de la planète. Durant la première semaine de 1947, de violents orages ont éclaté au-dessus de cette région. Une fois la colère du ciel apaisée, un fermier qui était allé voir l'état de son bétail a trébuché sur quelque chose de très étrange. Il a découvert ce qu'on appelle un champ de débris. Il y avait des morceaux de métal répandus sur une très grande zone qui devait faire 30 mètres de large sur 1 kilomètre de long. Il a pensé que c'était certainement un accident lié à des essais militaires. Il a ramassé quelques débris et il les a rapportés au ranch. On lui a dit que c'était peut-être un des ovnis dont les habitants avaient parlé et qu'il devrait aller les montrer en ville. Au moment du crash, Roswell accueillait la seule unité de bombardiers entraînée au largage des bombes atomiques. L'élite de l'armée de l'air américaine se trouvait à la base aérienne de Roswell. C'était le seul endroit au monde où se trouvait un escadron de bombardiers muni de la bombe atomique. Le seul au monde. C'était un site d'une énorme importance stratégique, quasiment hors d'échelle. Et c'est précisément là qu'un objet d'origine inconnue est tombé. L'armée envoie immédiatement des enquêteurs sur le lieu du crash. Les gens les ont vus ramasser les débris et les emporter à la base. La nouvelle de ce curieux crash commence déjà à se répandre à travers le pays. Et l'armée décide donc de faire une déclaration à la presse. 8 juillet 1947. Les forces armées ont annoncé avoir découvert un disque volant qui se trouve maintenant en leur possession. L'information est passée à la radio et 24 heures plus tard, les militaires sont revenus pour dire qu'ils avaient fait une erreur, que ce n'était pas du tout une soucoupe volante, mais tout simplement une sonde météorologique de l'armée. Avant même que les gradés aient diffusé la nouvelle qu'il s'agissait d'une sonde météo, les troupes de l'armée de l'air avaient commencé à nettoyer le site de tous ces débris. L'armée a fermé toutes les routes qui conduisaient à cet endroit. Il y avait des dizaines de soldats à quatre pattes. Ils ont ramassé le moindre petit fragment de métal qui traînait. Ils ont chargé tout ça sur des camions et l'ont rapporté à la base de Roswell. Ça leur a pris plusieurs jours. Ça, c'est le bâtiment P3. C'est ici que tout s'est passé en juillet 1947, quand ils ont ramené les débris du vaisseau spatial. Imaginez des bombardiers B-29 qui étaient garés là et dans lesquels on a chargé tous ces débris. Tout ça pour une simple sonde météo. L'événement qui s'était produit à Roswell ayant été réduit à la chute d'une sonde météo, l'intérêt du public a peu à peu faibli et on a fini par oublier l'histoire. La déclaration de l'armée disant qu'il s'agissait en fait d'une sonde météo a été si efficace que Roswell a complètement disparu de l'histoire. Le public n'y a plus porté aucun intérêt et Roswell a disparu des livres d'histoire durant 30 ans. Jusqu'à ce qu'en 1978, une confession surprenante fasse reprendre vie au mystère. Jesse Marcel, l'officier militaire qui avait été le plus impliqué dans la récupération des débris de l'OVNI, a décidé de parler. Et il a dit « J'étais là, c'est moi qui étais chargé de la récupération des débris. Et ce n'était pas une sonde météo. » Marcel, un officier de renseignement de l'armée de l'air, affirme que l'armée a caché la découverte d'un vaisseau spatial d'origine extraterrestre. Après des années de silence, de nouveaux témoins se font connaître. Leurs récits contiennent des faits nouveaux, assez surprenants. Beaucoup de gens qui étaient là à l'époque ont parlé d'un crash. D'autres sont même allés plus loin. Ils ont affirmé que des corps avaient été retrouvés. Des êtres qui ressemblaient à de petits humanoïdes et qui étaient sans doute d'origine extraterrestre. Ce qui avait commencé comme un vulgaire accident de sonde météo prend soudain une dimension mondiale. Des nouvelles de plus en plus surprenantes se répandent comme une traînée de poudre.
Les gens ont dit avoir vu au moins 3 corps. L'un d'eux était peut-être vivant. Plusieurs personnes, dont des infirmières, ont dit avoir vu ces corps. Les témoins décrivent des êtres avec de grosses têtes et des yeux en amande. Tous les passionnés d'OVNI ont commencé à s'intéresser de près à cette histoire qui est devenue leur saint Graal. C'était l'événement qu'ils attendaient pour percer enfin ce mystère. Pendant des années, les ufologues ont pressé l'armée de questions. Finalement, en 1997, l'armée de l'air américaine a tenu une conférence de presse pour expliquer les rumeurs de corps extraterrestres. Ce seront nos dernières déclarations concernant l'incident de Roswell. La conclusion du premier rapport ne laissait aucun doute sur le fait que ce qui a été récupéré près de Roswell était en fait les débris d'un projet de recherche de l'armée classé top secret qui visait à détecter acoustiquement les explosions nucléaires soviétiques et les lancements de missiles balistiques. Les corps qui ont été ramassés étaient certainement des mannequins utilisés durant ces tests. Mais la théorie des mannequins qui auraient été pris pour des corps soulève d'autres questions. Colonel, que répondez-vous aux ufologues qui disent que l'incident s'est passé en 1947 et que vous parlez de mannequins qui ont été utilisés dans les années 1950, presque une décennie plus tard? C'est un problème que l'on constate souvent avec le temps qui passe. Quand les gens parlent d'un événement durant longtemps, ils finissent par oublier quand il s'est exactement produit. Aujourd'hui, nous savons ce qu'était Roswell. Un engin de surveillance acoustique qui devait repérer la signature des explosions nucléaires soviétiques dans la haute atmosphère. Bien sûr, l'armée n'aurait jamais pu rendre publique une telle information dans les années 40 ou 50. À l'est des États-Unis, le réalisateur Doug Trumbull fait tout son possible pour tenter de découvrir si les ovnis sont plus qu'un écran de fumée. Ça, c'est un avion. Il doit être à environ 10 000 mètres d'altitude. Pour réussir à récolter des preuves scientifiquement valides de l'existence des ovnis, Trumbull rassemble toute une batterie d'équipements vidéo high-tech. Nous avons des caméras de vision nocturne avec des intensificateurs de lumière qui peuvent piéger chaque photon et l'agrandir plusieurs milliers de fois. On peut ainsi voir dans le noir comme le fait chaque jour l'armée en Afghanistan. Trumbull pense que les appareils de surveillance classiques ne sont pas assez précis pour chasser les ovnis. Les ovnis semblent se conduire de façon très bizarre. Ils se déplacent de façon inhabituelle, ils clignotent ou ils ont des lumières de couleur étrange. Ce qu'il faut chercher, c'est quelque chose de totalement inexplicable, qui ne correspond pas aux paramètres connus de lumière, de trajectoire, d'altitude, et qui se comporte bizarrement. Trumbull et son équipe ont construit un système de dépistage capable de repérer les sources lumineuses anormales. Si on relie la caméra au système de dépistage, elle sait ce qu'elle doit chercher. Horizontalement et verticalement, c'est calibré très précisément. Si une étoile se déplace à une vitesse inhabituelle, ça vaut la peine de la suivre. Et c'est pour ça qu'il faut agir très vite. Cette caméra peut suivre un objet très rapidement. Trumbull pense que ces équipements high-tech lui permettront de rassembler des informations importantes sur chaque objet non identifié. Ce que je veux réussir à faire, c'est calculer très précisément leur altitude, leur vitesse, leur trajectoire, leur mouvement, pour affirmer avec certitude qu'ils se déplacent de telle façon, selon une trajectoire qui ne pourrait absolument pas être celle d'un avion, par exemple. Mais il est conscient que ses chances de rencontrer un ovni sont très faibles. Je dois choisir un endroit où les chances de voir un événement inhabituel dans le ciel soient particulièrement élevées. Pour ce faire, Trumbull décide d'équiper un véhicule blindé militaire qui lui permettra de transporter son équipement vers des lieux d'observation parfaits. Il est parfois très difficile de se rendre sur des sites d'observation à haute altitude. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter un véhicule blindé militaire. Je l'ai équipé d'une cabine d'ambulance que j'utilise comme salle de contrôle. Ensuite, on a construit ces portes dans le toit pour pouvoir faire sortir le télescope. Avec tous ces équipements à bord, on peut se rendre sur n'importe quel site et lancer l'observation en quelques minutes seulement.
Avec ce véhicule, Trumbull est maintenant prêt à se lancer dans sa mission de recherche. Même si la plupart des gens pensent qu'il ne trouvera aucune preuve, certains sont persuadés que nous avons déjà reçu la visite d'extraterrestres. Une de ces rencontres se serait produite en Angleterre, à moins de 150 km au nord-est de Londres, dans la forêt de Rendlesham. Cet événement a été surnommé le Roswell britannique. Comme à Roswell, l'apparition de Rendlesham se serait produite près d'une base militaire américaine. Mais dans ce cas-ci, les témoins affirment avoir vu les extraterrestres de beaucoup plus près. Tout a commencé au petit matin du 26 décembre 1980. Deux groupes de soldats sortent pour observer de plus près une lumière étrange. Ils voient un étrange vaisseau de forme triangulaire. Il semble avancer sur 3 pieds, ou peut-être planer. Il a à peu près la taille d'une voiture de sport. Ces hommes n'ont jamais rien vu de pareil. 2 officiers se sont approchés suffisamment près pour faire un croquis de l'objet et ont même pu le toucher. Dans les années 1990, Nick Pope a mené une enquête sur l'affaire non résolue de l'apparition de Rendlesham. Au bout de quelques minutes, l'OVNI commence à se soulever doucement du sol et manœuvre lentement à travers les arbres, vers le bord de la clairière. Puis il monte jusqu'à la hauteur des arbres et fonce soudain vers l'horizon à une vitesse hallucinante. Ces hommes n'ont pas vu des lumières dans le ciel. Ils ont rencontré un OVNI. La nuit suivante, l'OVNI serait revenu dans la forêt où il aurait été aperçu par d'autres soldats. Parmi eux se trouvait le commandant du camp, le colonel américain Charles Holt. C'est ici qu'on est sorti de la forêt en suivant l'objet. Il avait navigué parmi les arbres avant de sortir par ici. Il s'est ensuite arrêté au-dessus de ce champ et s'est élevé à 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres au-dessus du sol et s'est immobilisé là avec sa lumière pulsante. On l'a regardé pendant 1 minute ou 2 et soudain l'objet a comme explosé silencieusement en 5 objets blancs et il a disparu. Il est parti. Puis, tout aussi subitement, un deuxième OVNI apparaît. Il est revenu? Oui, mon colonel, il est revenu. On a remarqué un objet vers le sud. Il était très coloré et changeait constamment de forme. Il s'est dirigé vers nous à une très grande vitesse. On voit ça sur la cassette vidéo. C'est une étrange petite lumière rouge, à une distance de 400 à 600 mètres. Holt décrit l'OVNI traversant rapidement le ciel comme s'il quadrillait le sol à la recherche de quelque chose. Le voilà. Je le vois aussi. Qu'est-ce que c'est? Nous n'en savons rien, mon colonel. L'engin s'est arrêté silencieusement et il a envoyé vers le sol une sorte de lumière qui ressemblait à un rayon laser. Puis il a brutalement disparu. On se tenait là, complètement sidéré par ce qui s'était passé. On pensait, est-ce que c'est un avertissement? Est-ce que c'est une arme? On était vraiment en état de choc. C'était quelque chose d'incroyable. Le colonel de l'armée américaine, Charles Holt, soumet son rapport détaillant l'apparition du supposé OVNI dans les bois de Rendlesham au ministre de la Défense britannique. Alors que les militaires rassemblent des preuves sur le site, l'histoire arrive dans la presse et les théories abondent pour expliquer l'événement. Dès qu'on entend des apparitions d'OVNI, qu'il y a des lumières bizarres et qu'il atterrit doucement, on peut penser qu'il s'agit du vieux phénomène du météore. Et justement, ce jour-là, un météore est passé dans le sud de l'Angleterre. On avance une deuxième explication beaucoup plus terre-à-terre. Quelque temps après l'événement, un garde forestier du coin a affirmé que ses témoins avaient pu voir les lumières du phare d'Offord Ness briller mystérieusement à travers les arbres.
et que cela pouvait être l'explication de cette apparition d'OVNI. C'est une étrange petite lumière rouge. Il regarde un endroit précis et il dit qu'il voit une lumière. Ensuite, il y a une pause de 5 secondes. C'est exactement l'intervalle auquel passe la lumière du phare d'Offord Ness. Mais Holt réfute l'hypothèse, car il sait très bien où se trouve le phare. Le phare est ici, à environ 30 degrés de l'endroit où je me trouve, dans un petit creux de la colline. À ce moment-là, on voyait le phare parce que les arbres n'étaient pas aussi grands qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il est impossible que le phare puisse expliquer toutes les choses qui ont été rapportées. Et l'un des principaux témoins est un officier de haut niveau, avec une cote de sécurité très élevée, qui a rendu de grands services à son pays. En termes de témoins, on peut difficilement trouver mieux. D'autres témoins sur le site rapportent avoir vu d'étranges traces de brûlures sur des troncs d'arbres. Des trous dans le sol sont supposés marquer l'endroit où l'OVNI a atterri. Mais les sceptiques ont également trouvé des explications à tout ça. Une trace de brûlure sur un pin était due à un coup de hache d'où suintait de la résine. Les traces d'atterrissage n'étaient que des trous creusés par les lapins. Holt et ses soldats testent aussi la zone à la recherche de niveaux de radiation inhabituels. On a un résultat très positif, 7 unités sur une échelle de 5. Ces niveaux de radiation ont été envoyés à l'état-major des renseignements militaires. Ils étaient 7 à 8 fois plus élevés que ce qu'on s'attendait à trouver sur cette zone. Mais les experts en radiation contestent les résultats de Pop. Ils affirment que le matériel et les résultats ne révèlent rien d'inattendu. Ces radiations ont été mesurées avec du matériel inadapté et de mauvaise qualité. Tout cela a généré un chapelet d'erreurs. Il n'y a aucune preuve crédible qui pourrait laisser penser qu'un ovni a atterri dans la forêt de Rendlesham. Le ministre de la Défense britannique estime que le phénomène a été provoqué par une cause inconnue et classe l'affaire. Il conclut que l'événement n'ayant jamais représenté une menace pour la sécurité nationale, il n'est pas nécessaire de faire une enquête plus poussée. L'apparition de Rendlesham reste donc un mystère. Le colonel Holt n'est pas le seul officier militaire américain à affirmer s'être trouvé face à face avec un ovni. Au large des côtes méridionales des États-Unis, un pilote vétéran de guerre affirme s'être retrouvé confronté en plein ciel à un objet volant qu'il ne connaissait pas. Larry Jividon est un ancien du Vietnam et un pilote de ligne à la retraite. Il a attendu presque 4 décennies avant de révéler son étrange aventure. La plupart des pilotes gardent en général ce genre d'apparition pour eux. Nous sommes à la tombée de la nuit, le 6 février 1975. Jividon décolle de la base navale de Pensacola en Floride. Il commande un vol d'entraînement avec 5 autres pilotes à bord. C'était une nuit très tranquille. On volait à 10 000 mètres, ce qui était notre altitude de croisière pour ce vol d'entraînement. Le ciel au-dessus de nous était très clair. Un vol tranquille jusqu'au moment de l'atterrissage. Au retour, à l'approche de la base navale de Pensacola, l'élève pilote assis sur le siège de droite a aperçu une lumière rouge à 1 heure, qui allait à la même allure que notre avion. Il m'a alors dit « Nous avons du trafic à 1 heure ». J'ai levé les yeux et je l'ai vu. C'était un objet rouge, totalement rond, avec des bords très dessinés. Ce n'était pas une lumière pulsante, c'était quelque chose de solide. Jividon contacte les contrôleurs aériens et demande s'il y a d'autres appareils dans la zone. Il m'a répondu « Vous êtes le seul avion dans le ciel ce soir sur mon cahier ». Jividon demande l'autorisation d'approcher l'objet. Le contrôleur m'a autorisé à faire ce que je voulais. Il a utilisé l'expression « autorisé à approcher à sa demande ». Il a donc manœuvré son avion pour aller inspecter le vaisseau. Quand je me suis dirigé vers la lumière rouge, elle s'est soudain mise à se déplacer à très grande vitesse.
Elle a fait un mouvement longitudinal qui ne ressemblait pas du tout au déplacement d'un avion. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas un avion. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Jividon a dit qu'il volait quasiment à sa vitesse maximale. On allait tous les deux à environ 10 ou 11 km/min. Quand j'accélérais, l'objet faisait de même. C'était sans aucun doute possible un objet aéroporté. J'ai plongé dessous pour regarder le champ d'étoiles et il nous bloquait la vue du ciel. Jividon se souvient que l'objet est resté suspendu dans les airs une trentaine de secondes avant de disparaître. Il n'y a eu aucun signe de propulsion. Il est parti subitement et il a atteint l'horizon en quelques secondes. Il se souvient que la rencontre a duré moins de 5 minutes. En 36 ans de service, j'ai volé environ 19 000 heures et je n'ai jamais rien vu de tel, ni avant ça, ni après. Cette rencontre en plein ciel qu'a vécu Jividon est quelque chose d'extrêmement rare. Mais des milliers de gens ont rapporté avoir vu d'étranges objets volants depuis le sol. Le réalisateur Doug Trumbull s'est donné pour mission de tenter d'analyser ces apparitions inexplicables. Après 15 ans de préparation, Trumbull se lance enfin dans sa première expédition mobile à la recherche d'OVNI. C'est la première fois qu'on a intégré tout le système de télescope, de caméras. Tous ces systèmes sont à bord du véhicule. Dès qu'on recevra un signal de ces caméras, elles sortiront. Une caméra grand angle ici et une à angle serré, toutes deux équipées d'un système de vision nocturne. Les équipements de traque d'OVNI de Trumbull sont maintenant en action. On devrait voir tous les objets en mouvement dans le ciel. Lui et son équipe doivent attendre jusqu'à la nuit tombée pour traquer des signes de vie extraterrestre dans le ciel. C'est vers 3-4 heures du matin qu'il y a la plus grande activité. Il y a très peu de gens debout à cette heure-là. Et j'ai entendu dire que c'était l'heure de pointe de l'activité aérienne. Je vais sortir voir si on peut photographier les étoiles. Il teste d'abord la caméra à grand angle dirigée vers le ciel. Voici la caméra qui doit filmer tout le ciel. C'est une caméra CCD munie d'un objectif panoramique qui télécharge tout directement sur cet ordinateur. C'est une exposition de 3 secondes. Trumbull synchronise ensuite ses caméras télescopiques et son système de repérage. J'essaie de calibrer l'ensemble de l'installation. Je peux diriger un de mes télescopes sur le ciel et voir des centaines de satellites. Et je peux aussi voir toutes les étoiles et les constellations. Des centaines de météorites traversent le plan en permanence, comme des lucioles. Et tout ça est invisible à l'œil nu. L'installation de Trumbull détecte rapidement un objet qui est parfait pour un test. Un avion volant à haute altitude dans le ciel nocturne. On voit les 4 moteurs, des lumières stroboscopiques, des lumières des ailes et de grosses étoiles tout à côté. La caméra le suit vraiment doucement. On voit un peu la traînée de condensation ici. C'est un avion normal. Avant que son test ne soit terminé, le matériel de Trumbull repère un objet volant qu'il n'arrive pas à identifier. Regardez ces 2 boules lumineuses qui se déplacent. J'en ai 2 dans le cadre en même temps. C'est génial. On a vraiment de la chance. Le chasseur d'OVNI, Doug Trumbull, repère une étrange boule lumineuse. Serait-ce l'objet de sa quête? C'est vraiment un objet étrange. Une boule lumineuse d'une couleur bleu-vert. C'est vraiment très bizarre, elle me semble aller nulle part. Le système de repérage se fixe sur l'objet. Doug, on a un objet à 270 degrés nord. Je l'ai. L'atmosphère est dense. Je n'arrive pas à bien voir. Parfois, on ne peut pas dire avec certitude de quoi il s'agit vraiment. Mais il apparaît rapidement que cette lumière étrange n'est en fait qu'un banal satellite.
c'est encore un satellite. Ce soir, Trumbull n'a pas réussi à trouver de preuves convaincantes de l'existence d'une vie extraterrestre. Mais il reste totalement investi dans sa mission de recherche d'OVNI. Et il pense qu'on devrait s'engager plus sérieusement dans la recherche d'une vie extraterrestre. Il nous faudrait 10, 100, 1000 détecteurs peu coûteux qui récolteraient énormément de données aux quatre coins du pays ou aux quatre coins du monde. Ils observeraient le ciel de façon automatique, jour et nuit, et tout ce qu'ils collecteraient serait envoyé dans un centre de traitement des données. S'il y a d'autres êtres quelque part dans l'espace, Trumbull est déterminé à les trouver. Mon but ultime est d'arriver à savoir s'il y a d'autres formes de vie dans l'univers et où nous nous situons, nous les humains, dans le grand réseau cosmique de la vie. C'est là la grande question. Scientifiques et ufologues se disputent inlassablement sur les témoignages de visites extraterrestres sur la Terre. Mais Trumbull n'est pas le seul à croire que la taille de l'univers rend très probable l'hypothèse selon laquelle nous ne serions pas seuls. En tant qu'astronome, je pense qu'il est plausible, si ce n'est inévitable, qu'il y ait de la vie partout dans l'univers. Les scientifiques ont créé une formule mathématique appelée équation de Drake pour calculer la probabilité de trouver d'autres civilisations avancées dans notre galaxie. Le nombre qui sort de l'équation de Drake doit donner le nombre de civilisations avancées existant aujourd'hui. Malheureusement, bien que nous comprenions très bien les facteurs astronomiques, les facteurs biologiques menant à des civilisations intelligentes sont encore de l'ordre du jeu de devinette et ont comme unique exemple ce qui s'est passé sur Terre. C'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une civilisation dans la Voie lactée, c'est-à-dire nous, comme il peut y en avoir des milliers. On ne sait pas encore comment obtenir une estimation valable. Les sceptiques disent que même s'il y a une vie intelligente quelque part dans l'univers, la chance que des êtres extraterrestres visitent la Terre est proche de zéro. Ils expliquent que les distances sont trop grandes et le voyage trop long. Si on va d'ici à l'étoile la plus proche à la vitesse de la navette Voyager, cela prendrait 70 000 ans. C'est long comme voyage, allongé sur un siège inclinable avec des plateaux repas. Une civilisation avancée, quel que soit son stade de développement, devra toujours se soumettre aux lois de la physique pour ce qui concerne la vitesse de la lumière et la vitesse dans l'espace. C'est un obstacle fondamental qu'une civilisation intelligente doit surmonter. C'est pourquoi le voyage spatial est quelque chose de si compliqué. Mais beaucoup de ceux qui croient que nous ne sommes pas seuls affirment qu'une forme de vie extraterrestre a déjà visité la Terre. C'est très facile de se faire une opinion et de se moquer de quelque chose de totalement extraordinaire quand on ne l'a pas vu soi-même. Je suis convaincu que nous avons vu un vaisseau extraterrestre. Je ne sais absolument pas pourquoi il a décidé de voler au-dessus de mon état, mais ça a créé un beau ramdam. J'ai toujours dit que je ne savais pas ce que c'était. Tout ce dont je suis sûre, c'est qu'elles existent. On peut se moquer de mon témoignage, ça m'est bien égal. Je suis certain de ce que j'ai vu. Ça change votre vie à jamais. Ça m'a changé à jamais. Ma vision du monde en a été totalement modifiée. Depuis, j'ai vraiment envie de savoir ce que j'ai vu. Mais les sceptiques ne sont pas convaincus. Je veux des preuves. Je suis comme saint Thomas, j'ai besoin de preuves. Y a-t-il de la vie ailleurs? Certainement. Est-ce qu'on nous a rendu visite? Je n'en sais rien, mais les apparitions d'OVNI semblent apporter une preuve crédible, car ce sont souvent des objets qui se conduisent de façon qu'on ne peut reproduire, que ce soit pour leur vitesse ou la façon dont ils manœuvrent. Ces témoignages donnent donc à réfléchir. Les gens ont envie de croire aux extraterrestres parce qu'ainsi ils ont l'impression de ne pas être seuls. Alors qu'est-ce qu'on a au juste? On a l'humanité, ce n'est déjà pas si mal. Alors que le débat fait rage, des hommes comme Doug Trumbull continuent de scruter les cieux à la recherche d'une preuve qui nous assurerait que nous ne sommes pas seuls. Je suis sur un chemin dont j'aimerais voir le bout. J'aimerais avoir la preuve qui me permettrait d'affirmer « ils sont là ». J'aimerais savoir ça. Ce serait vraiment le plus grand scoop de l'histoire.